On a une nouvelle question d'Orléane sur le développement de l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Est-ce qu'il y a des projets sur l'enseignement supérieur? Alors, l'enseignement supérieur, c'est un enjeu majeur pour nous, tout simplement parce que moi je veux qu'un jeune qui naît ici, il sache qu'il peut faire ses études ici, bien sûr tout son cursus, école, collège, lycée, mais aussi l'enseignement supérieur. On a 2000 étudiants aujourd'hui sur le Carcassonnais. L'ambition, c'est en 2030 d'en avoir 2500 ou 3000. Donc voilà, c'est d'augmenter le nombre de filières. Et augmenter le nombre de filières, ça passe aujourd'hui inévitablement. Et c'est indispensable pour le territoire par l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que nous allons travailler avec un lycée aujourd'hui pour installer cette filière-là sur le territoire pour qu'elle aille jusqu'à Master 2 et vraiment avoir une attractivité particulière sur ce type de sujet qui aujourd'hui est majeur pour l'avenir des territoires. D'accord, justement j'ai une question sur l'intelligence artificielle, une question de Cyril. Est-ce qu'il y a des problématiques que l'AGLO envisage de résoudre grâce à l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a déjà des mesures, des solutions qui sont en place? Dès aujourd'hui, nous on utilise déjà l'intelligence artificielle, par exemple pour élaborer notre programme pluriannuel d'investissement sur les réseaux d'eau. Aujourd'hui l'intelligence artificielle détecte l'endroit où il est le plus opportun de changer les réseaux, de les renouveler en détectant l'âge du réseau, la fragilité, est-ce que c'est un terrain où il y a un retrait, gonflement des argiles, etc. etc. Et donc, avec tous ces critères et tous ces éléments, l'intelligence artificielle nous dit, voilà, ce tronçon de réseau, il est intéressant à changer, ça vous aidera à ne pas avoir de fuite de main et donc à économiser là aussi l'eau sur notre territoire. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui te fait peur ? Alors, ça ne me fait pas peur, mais l'intelligence artificielle, c'est comme de tout. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, l'homme, il doit toujours avoir la main sur ces sujets-là, parce qu'on le voit aujourd'hui, dans le contexte international, certains sont capables de venir perturber des élections présidentielles dans un pays, etc. On a les GAFAM qui ont des données qui leur permettent d'intervenir, de faire du merchandising, de faire du marketing, etc. C'est pas possible. Il faut que l'homme reste patron, je dirais, de ce type de sujet, de manière à ce que ça ne vienne pas polluer nos vies demain et nous engager dans des voies qui seraient détestables pour l'homme, et l'homme avec un grand H. On va passer à la santé. Alors c'est une question d'actualité qui concerne surtout les campagnes, on parle de zones sans médecin, de zones désertées. Comment renforcer l'accès à la santé sur Carcassonne-Agglo ? Alors, il n'y a pas que les campagnes. Même sur la ville de Carcassonne, on a des problèmes de désertification. Donc c'est partout. Aujourd'hui, la démographie médicale est en baisse jusqu'en 2035. Et donc jusqu'en 2035, on va souffrir. Et pour souffrir le moins possible, il faut prendre des initiatives. Ce que nous avons fait à l'Agglo, on a aujourd'hui un contrat local de santé qui nous permet d'avoir une stratégie pour augmenter l'accès aux soins de nos concitoyens. Et juste un exemple, on a par exemple pour les malades chroniques qui avaient besoin de rencontrer des médecins régulièrement par rapport à leur pathologie, nous avons mis en place un centre d'ALIA sur la ville de Carcassonne, centre qui est une première en France, qui aujourd'hui est très regardé parce que c'est un réel succès et nous en sommes très fiers. Et donc ce centre va être certainement dupliqué déjà en Occitanie et je pense au niveau national, parce que aujourd'hui des malades chroniques qui n'ont pas de médecin référent, c'est très inquiétant pour eux et ça peut générer des pathologies beaucoup plus graves dans les mois qui suivent la perte du médecin référent. Okay. Donc voilà, on y travaille et bien entendu il y a d'autres sujets comme le salariat des médecins, etc. qu'on a mis en place, mais je dirais que le principal c'est d'avoir cette stratégie avec le contrat local de santé qui nous permet d'aller de l'avant concernant l'accès aux soins. Carcassonne-Agglo veut embaucher des médecins, c'est-à-dire que les médecins seraient salariés de Carcassonne-Agglo ? Oui, le constat que l'on fait aujourd'hui c'est qu'il y a une envie de la part des jeunes médecins de plutôt être salariés que libéral, tout simplement pour équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc, par rapport à ce constat, on a souhaité engager des médecins salariés à l'Agglo et aujourd'hui on voit que c'est une voie qui est intéressante pour nous puisqu'on a déjà les contrats qui sont signés. Côté culture, une question de Maya. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos des nouvelles infos du Pass Culture ? Alors, pour contextualiser, en fait, depuis le 1er mars, le Pass Culture n'est plus alloué aux jeunes de 15 à 16 ans,
et l'aide financière est réduite pour les 17-18 ans. Vous n'êtes pas sincère, vous lisez les journaux. L'État cherche des milliards partout, donc ils économisent et c'est un sujet État. Donc là, moi, je ne peux pas intervenir sur ce sujet-là. Donc c'est des décisions qui nous dépassent. Pour moi, c'est une mauvaise décision parce que l'accès à la culture pour la jeunesse est essentiel et je dirais très important pour... Et justement, est-ce que l'agglo peut rebondir sur l'accès à la culture pour les jeunes? Alors l'accès à la culture, aujourd'hui... on est plutôt sur la construction d'infrastructures, c'est-à-dire avec la nouvelle médiathèque qu'on est en train de construire. Et l'idée, c'est que demain, une fois qu'on aura la médiathèque, on aura le musée Cérès Franco à Montolieu, on aura le conservatoire ici à Carcassonne, donc on aura des structures capables d'offrir des possibilités à nos jeunes et à nos moins jeunes. Peut-être en fin d'année 2025 ou début d'année 2026, et engager une réelle démarche pour faire de Carcassonne et son territoire, la capitale européenne de la culture. D'accord. Voilà, pour engager la population avec nous et faire de la culture un vrai projet territorial. Ok, c'est vraiment une ambition de l'agglo. Est-ce qu'on a des solutions, est-ce qu'on a des outils pour rendre plus attractif le territoire pour la jeunesse? L'idée pour nous, c'est de donner confiance à la jeunesse. Et lui donner confiance, ça veut dire qu'on lui tend la main. Et comme toujours, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire en sorte que le jeune sente qu'il peut faire sa vie ici, qu'il peut construire sa vie ici sur le territoire. Et pour cela, on y tend la main. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, j'ai 25 apprentis ou alternants à l'agglo. Ça veut dire, la jeunesse, on compte sur vous pour demain prendre le relais et vous investir au service du territoire ou construire votre vie en implantant une entreprise, etc. Donc on accompagne la jeunesse et on fait beaucoup d'efforts dessus pour que la jeunesse reste chez nous, parce que c'est l'avenir du territoire, c'est l'avenir de notre développement, et garder cette matière grise chez nous, c'est peut-être le sujet le plus important. Côté tourisme, quelles sont les mesures pour le développement d'un tourisme durable? Alors le tourisme, c'est un sujet ici sur le territoire, puisqu'on a 2 offices de tourisme, un sur la ville, un sur l'agglo. Celui de la ville s'occupe plutôt, je dirais, de la mise en tourisme de la cité de Carcassonne et des richesses de la ville. Celui de l'agglo, c'est plutôt un tourisme tourné territoire. Donc, c'est l'appellation slow tourisme qui permet d'avoir un tourisme familial, un tourisme de grands espaces, un tourisme de découverte, plutôt de paysages, de richesses naturelles. Et donc, un tourisme durable qui nous permet d'attirer des familles sur le territoire, et surtout ces familles-là restent un petit peu plus longtemps sur le territoire pour profiter de nos richesses, qu'elles soient par rapport au vin que l'on produit, par exemple, ou par rapport au paysage ou à la beauté des sites que l'on a, comme le gouffre de Carvespine, le village du Livre, Cône-Minervois, etc. Ok, donc c'est déjà l'état d'esprit en fait, du tourisme Grand Carcassonne, d'être dans cette dynamique de développement durable, de tourisme durable. C'est ça. On a la loi sur la fin de vie, qui n'a pas pu être votée à cause de la dissolution. Est-ce que vous êtes favorable à cette loi qui permet d'assister à la fin de vie? Alors, très favorable, parce qu'aujourd'hui, je suis contre l'acharnement thérapeutique. À certains moments, il faut pouvoir laisser le patient décider de ce qu'il souhaite. Et donc, je pense que cette loi, elle nous fera progresser collectivement au niveau national. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'elle soit programmée assez rapidement, parce que beaucoup de monde l'attend, et notamment ceux qui ont des pathologies assez lourdes et qui n'en voient pas le bout et qui savent que de toute façon, ça n'ira pas plus loin. D'accord. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut que ça se fasse avec le plus de précautions possible pour bien sûr protéger les personnes. Il n'est pas question de laisser faire et de laisser prendre les décisions à n'importe qui. Il faut que ce soit la personne qui est malade qui puisse prendre cette décision, mais c'est un sujet qui fera progresser notre société, j'en suis sûr. On va passer à des questions un peu plus perso. Tu avais une première vie de coach de football. Quel souvenir tu gardes de cette période? Alors, j'ai été joueur avant d'être coach, bien entendu, parce que pas devenir entraîneur sans avoir été joueur, c'est que des bons souvenirs. Aujourd'hui, c'est une période exceptionnelle, et si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au football. Le football m'a tout appris. D'accord. Surtout, le travail collectif.
Seul, on n'existe pas sur un terrain de football. Même si les exploits individuels sont toujours ceux que l'on valorise, mais c'est à travers le collectif que l'individuel s'exprime. Ok. On a une image de Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo. Oui. On n'a pas cette image du footballeur. Non. Est-ce Alors, que ça me fait rire parce que c'est vrai, ça me rappelle une anecdote. J'étais sur l'inauguration d'un city-stade au Viguier et bien sûr on a échangé des ballons avec des jeunes qui avaient 7 ou 8 ans. Et le jeune m'a dit, eh bien, pour un politique, tu sais jongler, tu sais jouer au foot. Et j'ai dit, oui, mais j'ai eu une autre vie avant. Et ça m'a fait un peu rigoler parce que c'est vrai que ces jeunes-là ne peuvent pas savoir la vie que j'ai eue et que j'ai menée. Oui. Et justement, est-ce que tu trouves que c'est important pour les jeunes de pratiquer du sport ? Alors le sport, pour moi, il est essentiel à l'équilibre de l'humain. Aujourd'hui, on ne fait pas assez de sport à l'école, on ne fait pas assez de sport dans tout notre cursus scolaire, parce que le sport peut amener à la fois un équilibre physiologique et psychologique pour l'enfant et le nouvel adulte, ça le construit. Et ça le construit aussi, je dirais, dans sa tête pour savoir accepter l'échec, savoir avoir l'ambition d'aller vers une progression, vers un développement, vers un succès. Voilà, ça détermine un petit peu aussi le caractère de chacun. Et puis ça peut permettre à des enfants qui sont parfois en échec scolaire d'avoir des réussites sportives qui leur permettent bien d'avoir une meilleure estime de soi. Et l'estime de soi, elle est essentielle pour la réussite éducative de l'enfant. C'est ce que nous essayons de mettre en place, par exemple, avec le projet éducatif de territoire, qui n'est pas autour du sport, hein, c'est un projet éducatif, bien sûr, où nous réunissons l'ensemble des parties prenantes de l'enseignement, que ce soit les instituteurs, les parents d'élèves, les animateurs de centres aérés, etc., de manière à ce que l'enfant réussisse. Et le sport, comme la musique, comme la culture, comme beaucoup d'autres disciplines, sont essentiels à la réussite éducative de l'enfant.